Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Joe Biden lance un gigantesque plan de relance axé cette fois sur les infrastructures du pays. 2000 milliards de dollars pour financer 30 000 kilomètres de voies ferrées, 10 000 ponts, des routes dégradées, mais aussi la tuyauterie des quartiers afro-américains défavorisés. Le président américain l'a annoncé mercredi à Pittsburgh. On l'écoute. The American Jobs Plan will modernize 20,000 miles of highways, roads, and main streets that are in difficult shape right now. Because Wall Street didn't build this country. You, great middle class, built this country. And unions built the middle class. And it's time, and this time, when we rebuild the middle class, Et on va en parler avec Éric Heyer, qui est directeur du département analyse et prévision. Bonjour Éric, à l'OFCE bien sûr. Bonjour Éric et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Alexandre Baradez est également avec nous, Bonjour. Analyste marché à IG France. Bonjour et bienvenue également à vous. Alors, ce plan Biden, Éric Heyer, il renoue avec cette tradition finalement du New Deal de Roosevelt dans les années 30 ou encore celle du président Lyndon Johnson des années 60 avec son projet Grande Société. Il prend finalement un peu le contre-pied de cette contre-révolution conservatrice et libérale de Ronald Reagan. C'est l'investissement d'une génération, dit Joe Biden. Ça va créer des emplois et à long terme rendre l'Amérique plus compétitive face à la Chine. Est-ce que ça sera le cas, Éric Heyer? Alors ça, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il faut le replacer dans le contexte général. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un plan gigantesque de soutien du pouvoir d'achat des ménages, hein. Il faut rappeler qu'il y a eu un peu plus de 900 milliards via Trump et puis 1900 milliards de dollars avec un premier plan Biden. Et puis là, il y a un second plan qui est de 2200 milliards sur les infrastructures. Mais vous voyez que globalement, c'est l'intégralité qu'il faut voir. Il y a d'abord eu un soutien gigantesque, hein, de plus de quasiment 15 points de PIB pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, d'accord, et donc soutenir la demande, alors que finalement la crise n'a pas été de 15 points de PIB aux États-Unis. Donc il y a bien une volonté à un moment de mettre sous tension l'économie avec un effet de relance très keynésienne via la consommation dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est préparer justement ces infrastructures, préparer l'offre. Mais vous voyez que ce plan-là, qui peut paraître gigantesque, de 2200, il est sur 8 ans. Vous voyez, alors que le premier plan n'était que sur 1 an et demi, on a envie de dire. Et donc, du coup, c'est d'abord un énorme plan de relance de la consommation et finalement un assez petit plan. Moi, c'est plutôt ma vision, parce que vous voyez, 10 points de PIB d'infrastructure en 8 ans, bah ouais, ça vous fait. Et il y aura sans doute en plus des difficultés de le voter dans son intégralité. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si on augmentait de 1 point de PIB chaque année l'investissement. C'est pendant 8 ans, c'est pas non plus extraordinaire, parce qu'il faut rappeler que les années précédentes, bah, l'investissement, ça représentait à peu près 3 points de PIB, donc ça veut dire c'est le faire passer de 4 points de PIB, c'est-à-dire revenir finalement à ce que les États-Unis faisaient dans les années 90, c'est-à-dire 4 points de PIB d'investissement public chaque année. Donc c'est plutôt reconstruire, d'ailleurs, ça a été leur slogan, hein, ça a été reconstruire mieux leur slogan, et donc ça veut dire on avait arrêté d'investir, et ben on va s'y On remettre, s'y et remet. puisque on avait arrêté, l'avantage c'est que on va le refaire. On s'y remet, mais en mieux, c'est-à-dire que on va prendre en compte ben, les problèmes environnementaux, on va prendre en compte les inégalités, et donc on va reconstruire en mieux. Alexandre Baradez, il y a également un volet technologie, 100 milliards, d'après ce que j'ai vu, pour développer l'Internet, qui permettra notamment aux communautés afro-américaines et hispaniques d'avoir accès à l'Internet. 40 milliards réservés d'ailleurs aussi aux universités afro-américaines. Et d'après ce que j'ai vu, les marchés à Wall Street ont plutôt applaudi ce plan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un côté valeur Oui, technologique. c'est un plan qui est très large en fait, hein. Il se décompose en 3 grosses parties, un tiers, un tiers, un tiers. Vous avez une grosse partie transport, donc celle-ci, c'est celle qui sera la plus facile à négocier avec le camp républicain. Vous avez ensuite une partie plutôt bâtiment, services publics, à peu près 690 milliards de dollars, et puis un troisième volet, tout ce qui est emploi et innovation, qui donc sont des plans très larges qui regroupent de très nombreux items, et là, qui est aux alentours de 580 milliards. Donc on voit que c'est très, très diversifié, et oui, les marchés aiment bien parce que on se demandait comment finalement Biden, après l'ère Trump, qui avait été
hyper loin dans la question fiscale, énorme plan fiscal au début de son mandat, baisse de l'impôt sur les sociétés de 35 à 21. Donc là, Biden va devoir financer ces mesures par une hausse de l'impôt. Mais on se demandait justement comment les marchés allaient pouvoir prendre ça de manière positive, parce que finalement, la différence par rapport au plan précédent de 1900 milliards, donc Eric Heyer a parlé à l'instant, c'est que celui-ci, donc un de 2000 milliards, sera financé par de l'impôt. Alors le plan va durer 8 ans, l'impôt va durer 15 ans, donc financement sur 15 ans via de l'impôt, et ça va être 1000 milliards pour les entreprises américaines sur le sol américain, puis 1000 milliards d'impôts de plus pour les entreprises qui font des profits à l'étranger. Donc en fait, il y aura une partie qui va être financée par l'impôt, mais pourquoi ça reste positif pour les marchés? Parce que Biden va aussi, d'ici quelques semaines, annoncer encore autre chose. Et c'est ça qui est assez phénoménal, c'est qu'on a 1900 milliards d'abord, ensuite ce plan, plus de 1200 milliards, et on attend environ encore 1800 à 2000 milliards annoncé d'ici quelques semaines, donc plus de 6 000 milliards qui viendront s'ajouter à ce qu'a fait déjà Trump l'année dernière. Donc on est dans des zones de 7 000, presque 8 000 milliards de dollars. Si vous avez un PIB américain qui était de 21 000 milliards à peu près l'année dernière, vous regardez ce que ça représente, c'est plus de 30% du PIB américain débloqué, on va dire, financé, alors par des mesures monétaires très très fortes, l'aspect budgétaire ensuite, et donc ça veut dire que l'impôt ne sera qu'une partie de ce financement-là, et qu'une grosse partie sera encore de la création monétaire, la Banque centrale américaine qui va acheter la dette émise par le gouvernement, par le Mhm. Trésor américain. Et donc ça, c'est-à-dire de l'injection monétaire. Et le marché adore ça. Il ne faut pas oublier que la masse monétaire américaine a grossi de 50%. C'est absolument phénoménal, hein. Vous avez 50% de cette masse monétaire qui a grossi depuis le début de la crise sanitaire. Bon, c'est vrai que ça paraît tout de même vertigineux. Éric Heyer, quels sont les risques de surchauffe? La surchauffe, donc ça veut dire justement cette économie qui va peut-être pas produire suffisamment ou trop. Enfin, est-ce qu'il y aura effectivement des emplois qui vont être créés derrière? Est-ce qu'il y aura de l'inflation? Est-ce qu'il y a effectivement un risque de surchauffe de l'économie américaine? Oui, clairement, il y a un risque de surchauffe et je crois que c'est voulu. C'est-à-dire que globalement, ce que veut l'administration, c'est justement mettre, l'économie américaine en surchauffe. Quel est l'intérêt de le mettre en surchauffe? C'est-à-dire que pourquoi d'abord il le met en surchauffe? C'est qu'il fait 1 900 milliards de demandes et finalement 2 000 sur l'offre, mais, sur 10 ans, alors que les 1 900 sur la demande, c'est en 1 an. Donc, il veut très clairement mettre en surchauffe, c'est-à-dire que globalement, il y aura plus de demandes que d'offres. Alors, le côté négatif, c'est qu'il y a sans doute, un déficit commercial qui va devenir gigantesque. Donc il y a une partie de ce plan qui va aller nourrir la demande en Inde, en Chine et pourquoi pas dans certains pays européens. Donc ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que l'inflation devrait revenir, mais je crois que c'est voulu. Alors pourquoi ça serait voulu? C'est que globalement, ce que veut l'administration, c'est que les salaires augmentent. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, il y avait tout de même dans le discours de Biden, une mesure qui a disparu, c'est le SMIC, enfin augmenter considérablement le salaire, d'en bas et donc là, vous voyez, si vous arrivez à mettre l'économie en surchauffe, même si vous allez d'abord créer de l'emploi, mais ça ne va pas suffire et donc ça veut dire que les salaires vont, augmenter et donc vous ne faites pas de façon réglementaire, c'est-à-dire c'est pas avec un salaire minimum que vous y arrivez, mais c'est bien par, ce déficit à la fois budgétaire et Mhm. commercial d'un côté, mais de l'autre côté, des salaires qui vont augmenter. Donc c'est un risque pour la compétitivité, mais vous voyez, si vous voulez réduire les inégalités, ben, c'est une façon, de faire et bon voilà, pour eux, ils utilisent le fait qu'ils ont le dollar et donc du coup, des déficits budgétaires et des déficits, liés de la balan à la balance courante, ben, c'est pas si C'est pas si grave, grave. pour eux et donc ils utilisent cette arme-là et ce privilège du dollar. Après le village du dollar. Alexandre Baradez, vous êtes d'accord? Est-ce que ces risques de surchauffe risquent d'inquiéter justement le monde de la finance? Il pourrait y avoir une hausse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que l'on redoute, par exemple, sur les marchés? Alors, je vais répondre d'abord à la question, est-ce que c'est voulu? Oui, l'inflation est vraiment voulue, elle est même appelée par la Banque centrale américaine et on voit d'ailleurs que cette crise a ceci de très particulier que le Trésor américain et la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, travaillent main dans la main depuis le début de la crise. Donc pourtant les banques centrales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont censées être plutôt indépendantes, mais là, il y a une vraie coordination, entre la Banque centrale et le Trésor américain et combien de fois on a entendu le président de la Fed, Jérôme Powell, appeler à plus de soutien budgétaire et désormais il a ce qu'il veut et il a bien expliqué qu'il voulait que l'inflation, c'est un peu comme en Europe, on veut toujours arriver à ce sacro-saint niveau de 2%, mais là, la Fed a changé son discours. Elle veut désormais que l'inflation non seulement atteigne, mais dépasse les 2% pendant pas mal de temps avant elle-même, la Banque centrale américaine, de décider qu'il faudra commencer à relever les taux. On rappelle que les taux sont toujours proches, sont toujours à zéro, en fait, entre 0 et 0,25, donc niveau plancher, énorme soutien monétaire. Et donc, tant qu'on n'a pas effectivement une inflation qui s'installe durablement au-dessus de 2%, la Fed ne fera rien. Alors, c'est sûr que le marché, lui, vous l'avez dit, il y a
un petit risque quand même qu'à un moment donné, si l'aspect monétaire, budgétaire devient très important et que finalement l'économie repart plus vite que prévu, et il semble que c'est déjà le cas en fait, hein, la diminution, l'écrasement du nombre de cas de Covid aux États-Unis s'est fait en très peu de temps, hein. Début janvier, vous avez 300 000 cas encore aux États-Unis par jour. Là, on est tombé dans des zones de 60-70 000 cas par jour, donc ce qui est bien plus faible, et rapporté à la France, ce serait comme si on avait à peu près 10 000 cas par jour, donc Oui. on est très loin en ce moment. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie peut repartir effectivement plus vite que prévu. Et ça, si c'est le cas, les taux, notamment les taux de référence, le taux 10 ans par exemple, il est déjà assez fortement remonté, le taux 10 ans américain. Il était à moins de 1% il y a encore quelques semaines, il est monté à 1,7, presque 1,8 en l'espace de quelques semaines. Et donc ça, pour les marchés, ça peut commencer à devenir un problème à un moment donné, si Mhm. ça va trop vite. Pourquoi? Parce que les marchés ont joué l'effet taux bas. Quand vous avez taux très bas, eh bien, les investisseurs se ruent sur les actions parce qu'il n'y a que là qu'on fait finalement on peut espérer faire du gain si vous voulez. Oui. Quand les taux commencent à se redresser, ben, vous avez du rendement qui progresse, donc on est tenté d'alléger un peu la partie action pour aller plutôt sur les rendements qui offrent une sécurité aussi sur les bons du Oui. trésor américain. Éric Heyer, 30 secondes pour conclure justement sur cette hausse possible des taux d'intérêt. Oui, il y a un risque que les taux d'intérêt augmentent, mais encore une fois, si les taux d'intérêt augmentent au même rythme que l'inflation, finalement, il n'y a rien de très grave. Donc, vous voyez, le risque aux États-Unis est assez faible parce que les taux risquent d'augmenter, mais au même rythme que l'inflation, même légèrement en deçà de l'inflation. Donc, le problème est plutôt pour l'Europe. S'il y avait une contagion de cette hausse de taux pour l'Europe, parce que l'Europe aurait hausse de taux, mais pas inflation et pas reprise de l'activité. Donc, ça poserait plutôt un problème pour l'Europe que pour les États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux. Éric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE, qui reste avec nous d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Et merci à vous, Alexandre Baradez, analyste marché IG France. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On se retrouve juste après le journal.